I found the next thing in blockchain, homomorphic encryption. Fully homomorphic encryption. Homomorphic encryption. Homomorphic encryption. Aujourd'hui, on va parler du projet crypto qui est derrière la plus grosse avancée en cryptographie des 50 dernières années. Ce projet, c'est Zama, et c'est le plus gros projet crypto sans token à l'heure actuelle. Et pourtant, sur YouTube, quasiment personne n'en parle. Alors pourquoi est-ce que nous, on s'y intéresse ? Premièrement, parce que c'est le leader mondial du FHE. Le FHE, c'est une nouvelle technique de chiffrement axée sur la confidentialité, qui va être utilisée dans plein d'industries différentes, et notamment en crypto. Si tu sais pas ce que c'est, pas de panique, on reviendra sur les bases au début de la vidéo. Il y a pas longtemps encore, le FHE c'était le Graal de la cryptographie, c'était réservé uniquement à des chercheurs, jusqu'à ce que Zama nous donne les premiers outils pour le rendre accessible. Faut bien comprendre que c'est la plus grande révolution dans le monde de la cryptographie depuis les années 70 et l'invention du chiffrement asymétrique. Donc en fait, on parle pas d'une simple feature de confidentialité, mais carrément d'un changement de paradigme. D'ailleurs, tous les géants de la tech américaine sont sur le dossier. Les entreprises comme Google, Nvidia ou Microsoft ont toutes des équipes de recherche en FHE. Mais le leader mondial du secteur, c'est bien Zama. Alors Zama, c'est pas une blockchain, c'est un protocole qui va venir se greffer sur des blockchains déjà existantes pour ajouter un niveau de confidentialité qui sera bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, durant cette vidéo, on va voir en quoi Zama est très différent de Monero, de Tornado Cash ou de Railgun. Et bien sûr, on n'est pas là juste pour les beaux yeux de la technologie, donc on va parler du futur token de Zama qui devrait arriver dans les prochains mois, et je vais te montrer la meilleure stratégie pour choper l'airdrop. Également, à la fin de la vidéo, on va explorer l'écosystème qui commence à se construire tout autour de Zama. Pour le moment, il n'y a rien en mainnet, mais ça va arriver très vite, donc si tu veux savoir comment tu peux profiter de ce narratif avant tout le monde, reste bien jusqu'à la fin. Moi, c'est Ristaker, et sur cette chaîne, on parle des protocoles émergents et de comment bien les farmer. Alors n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire, parce que cette vidéo, c'est des dizaines d'heures de taf, et on passe directement à la suite de la vidéo. On va commencer par un rappel des bases du FHE pour que tout le monde sache de quoi on parle. FHE, ça signifie Fully Homomorphic Encryption, ou chiffrement homomorphe complet en français, et c'est un champ très poussé de la recherche en cryptographie. Le grand concept du FHE, c'est de pouvoir faire des calculs sur des données chiffrées, sans jamais avoir besoin de les déchiffrer. Ça a l'air hyper contre-intuitif, donc on va prendre un exemple. Admettons que je chiffre le nombre 5, et je te demande de le multiplier par 2. Grâce à des techniques de FHE, tu es capable de faire le calcul, sans jamais avoir accès au nombre que je t'ai donné. Et ensuite, quand je déchiffre le résultat, j'obtiens bien le chiffre 10. Là où c'est génial, c'est qu'en fait personne ne voit tes infos, mais le calcul, lui, il fonctionne comme d'habitude. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est du chiffrement homomorphe complet ? C'est parce qu'en fait on peut faire n'importe quelle opération. Là j'ai pris l'exemple d'une multiplication, mais on peut faire ça avec des additions, avec des soustractions ou avec des divisions. Et ensuite en combinant toutes ces opérations, on va pouvoir reproduire tout ce qu'il est possible de faire d'habitude avec un ordinateur. Donc des logiciels, des serveurs, des sites web, et même, tu l'auras compris, des smart contracts. Toutes ces propriétés, elles font du FHE une techno révolutionnaire, qu'on va voir débarquer un petit peu partout dans les prochaines années. Dans la finance, la banque, la santé, la génétique, Internet évidemment. Ça peut être un peu flou, donc prenons un exemple concret pour que tu vois bien l'intérêt. T'as certainement déjà utilisé un site internet qui calcule la robustesse de ton mot de passe. Le problème, c'est qu'un mot de passe, c'est une donnée sensible, donc tu veux pas le mettre sur n'importe quel site internet. Du coup, en utilisant du FHE, le site pourrait calculer la solidité de ton mot de passe sans jamais avoir besoin de le voir. C'est là toute la magie du FHE. Et ça s'arrête pas là puisqu'on verra du FHE sur les réseaux sociaux, dans la santé ou même dans la génétique. Par exemple pour pouvoir faire un test ADN sans jamais divulguer ton génome à un laboratoire. L'une des plus grandes révolutions, ça va être la création d'un internet entier qui serait basé sur les principes du FHE. C'est ce que Zama appelle le HTTPZ. Tu connais déjà le HTTPS qui chiffre les données pendant le transfert pour protéger tes mots de passe et tes numéros de carte bancaire. Et ben le HTTPZ c'est le niveau au-dessus. Tes données restent chiffrées en permanence, même pendant les calculs, du coup le serveur peut travailler dessus normalement, mais sans jamais avoir accès à tes informations. On aurait aussi plein de choses à dire sur une IA qui utiliserait du FHE, mais bien évidemment le premier secteur sur lequel on va implémenter du FHE, ça va être la crypto. Aujourd'hui le problème c'est que sur toutes les chaînes publiques comme Bitcoin ou Ethereum, tout est écrit en clair, donc tout ce que tu fais est visible pour absolument tout le monde. Mais avec du FHE, on va pouvoir donner beaucoup plus de confidentialité à chaque utilisateur, et c'est le grand objectif sur lequel travaille Zama. Donc voilà, on a résumé les bases du FHE. Si toi tu veux aller un peu plus loin sur le sujet, Victor a fait une super vidéo l'année dernière qui reprend tout depuis le début. Je t'invite à aller la voir si le sujet technique t'intéresse. Nous maintenant on va se concentrer sur Zama en 2025, on va voir où ils en sont et surtout comment toi tu peux en tirer profit. Alors très rapidement on va présenter l'entreprise. Zama c'est une entreprise française qui est basée à Paris. Elle a été cofondée en 2020 par Randindy qui a un profil plutôt entrepreneur et investisseur, et par Pascal Payet qui est l'un des plus grands chercheurs en FHE au monde, avec plusieurs dizaines de papiers publiés depuis les années 90 et un peu plus de 16 000 citations. Aujourd'hui, l'équipe est constituée d'une centaine de personnes, dont environ 40% de docteurs, notamment en cryptographie et en maths appliquées. Elle a levé 130 millions auprès de gros fonds d'investissement comme Pantera et Multicoin Capital, pour une valorisation à 1 milliard,
ce qui en fait le plus gros projet crypto sans token à l'heure actuelle. Côté produit, ils travaillent depuis 5 ans, donc ils ont déjà développé plusieurs produits différents qui commencent à arriver à maturité. On a notamment des bibliothèques FHE et des compilateurs en Rust, en Python et en Solidity. Également, ils ont un framework pour construire des IA qui fonctionnent sur du FHE avec ConcreteML, et plein de petits outils comme des relayers, des oracles ou des kits de MPC. Mais tout ça, c'était juste pour que tu aies le contexte, parce que maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo avec FHEVM. FHEVM, c'est le produit phare de Zama, c'est la pièce maîtresse qui permet enfin de rendre la crypto compatible avec le FHE. Avant de parler de technique, pour Zama, le premier enjeu, c'est un enjeu de simplification. On doit faciliter au maximum le travail des développeurs pour que le FHE soit adopté. Du coup, ils ont créé un produit qui est hyper simple à utiliser pour les développeurs. T'as juste à coder ton smart contract comme d'habitude, mais en utilisant la librairie TFHE qui a été conçue spécialement pour ça. D'ailleurs, si t'as des bases, je t'invite à les tester. Tu verras que pour un dev Solidity même débutant, ça prend à peine quelques minutes. Donc là, on va pouvoir passer au fonda, mais je tiens à dire que le but, c'est pas de se perdre dans les détails techniques de Zama. On veut juste faire une idée globale de son fonctionnement et de ses limites. Pour ça, on doit revenir à comment est-ce que ça fonctionne un smart contract. Et là, je vais te demander un tout petit peu plus d'attention. Alors un smart contract, c'est un morceau de code. Ça, on le sait tous. Il est souvent écrit en Solidity ou en Rust, et il va garder en mémoire différentes valeurs qui peuvent être modifiées en appelant des fonctions. Ces valeurs, ça peut être n'importe quoi, comme par exemple le nombre de tokens que tu possèdes, ou le numéro de ton NFT. Et donc quand tu appelles une fonction dans un contrat, tu vas aussi avoir besoin de lui donner certaines valeurs. Si tu veux envoyer un token à un ami, par exemple tu vas appeler la fonction send, tu vas saisir l'adresse de ton ami dans ta fonction, ainsi que la quantité de tokens que tu vas vouloir lui envoyer. Donc quand tu fais une transaction sur la blockchain, tu as bien 3 choses différentes. Premièrement, on a la transaction elle-même, qui a un hash et que tu peux retrouver sur Etherscan. Ensuite, on a les valeurs que tu fais passer dans la fonction que tu appelles, là par exemple le nombre de tokens que tu veux envoyer à un ami. Et enfin, on a les valeurs qui sont stockées par le contrat, comme par exemple le nombre de tokens que tu possèdes après avoir fait ta transaction. À partir de maintenant, pour simplifier, on va appeler toutes ces valeurs des cyphertexts, parce que ce sont ces informations-là qui vont être chiffrées par Zama. Attention, là on parle bien des valeurs que tu fais passer dans la fonction que tu appelles, ainsi que des valeurs qui sont stockées par le contrat. Donc le code du contrat lui-même, il reste lisible en Solidity, ça va poser aucun problème au niveau des audits. Le but de Zama, c'est de te permettre d'interagir avec la blockchain comme d'habitude, mais en utilisant des cyphertexts à la place des valeurs qui sont écrites en clair. Ensuite, toute la partie chiffrement et déchiffrement des cyphertexts se fait off-chain. Je t'affiche un schéma à l'écran, mais tu peux voir que l'architecture est assez complexe. La première chose qui est importante à noter, c'est que FHEVM peut fonctionner en parallèle sur plusieurs chaînes. Sinon, on a des coprocesseurs qui sont chargés des calculs de FHE. Ici, on a un réseau d'oracles et des relayers qui gèrent la communication des données déchiffrées avec la blockchain et avec l'utilisateur final. Ici, on a le système de déchiffrement des cyphertexts contrôlé par du MPC. Et le tout est orchestré par un rollup Arbitrum permissionné, construit exprès par Zama, et qui va servir notamment à vérifier que les paiements ont bien été effectués. Bon, t'as vraiment pas besoin de retenir tout ça, par contre faut bien comprendre que du point de vue d'Ethereum, tout se passe comme avant, c'est-à-dire que t'as toujours des smart contracts, t'as des transactions et t'as des appels de fonctions. Y a rien qui change, si ce n'est que les données écrites en clair sont remplacées par des cyphertexts. Donc en gros, FHEVM chiffre les données des utilisateurs, mais tout le reste fonctionne parfaitement normalement. Pour bien comprendre, on va voir l'exemple de Deberries. Deberries, c'est un projet sur Zama qui travaille sur un moteur d'enchères anonyme. En gros, tout le monde donne son prix, mais personne ne sait ce que les autres proposent. Ça évite que des bots enchérissent au-dessus de toi à la dernière seconde, ou que le vendeur utilise un autre compte pour essayer de faire gonfler le prix. Je trouve le cas d'usage hyper intéressant. Alors, comment ça fonctionne ? Le contrat va recevoir toutes les enchères, et grâce à du FHE, il détermine la meilleure offre, mais sans jamais rien dévoiler puisque toutes les propositions sont chiffrées. C'est-à-dire que personne à part toi n'a accès à ton enchère. Du coup, si quelqu'un veut t'espionner et va sur Etherscan, il va juste voir des cyphertexts complètement illisibles. Et ce fonctionnement, on peut le généraliser à tous les cas d'usage rendus possibles par Zama. En DeFi, on va pouvoir créer des tokens confidentiels, des DEX confidentiels, potentiellement des protocoles de lending borrowing, même si c'est un peu plus complexe à créer. Du côté des stablecoins, on va pouvoir bien évidemment faire du paiement confidentiel. Et ça, c'est vraiment un tour de force cryptographique sur une chaîne qui est entièrement publique. Également, ça va être possible de réaliser des pré-on-chain de manière confidentielle, avec par exemple une carte de crédit. Donc là, on commence vraiment à se rapprocher d'un compte en banque sur la blockchain. Évidemment, on pense aussi aux instits qui pourront enfin développer des stratégies d'investissement DeFi sans être espionnés par leurs concurrents. C'est l'une des dernières barrières techniques qui les empêche de se déployer massivement on-chain avec la fiscalité et les réglementations. Du coup, Zama insiste énormément là-dessus dans sa communication. Les grands groupes financiers n'iront jamais sur des chaînes publiques tant qu'il n'y a pas une couche de confidentialité qui leur permet de se protéger. Bien sûr, l'IA, ça va aussi être un cas d'usage hyper important pour Zama, à la fois avec ConcreteML qui permet de construire des modèles confidentiels, et avec FHEVM qui va permettre de construire des produits autour de l'IA, notamment en termes de paiement. Un autre cas d'usage qui m'intéresse beaucoup, c'est le vote on-chain et les DAO. Aujourd'hui, si tu votes dans une DAO, ton vote est public. En crypto, on est plutôt ok avec ça, mais c'est pas adapté à toutes les situations.
Par exemple, si des gouvernements veulent organiser des élections on-chain, on est obligé de proposer une confidentialité absolue au niveau des votes. Et là, je parle de gouvernement, donc ça t'étonne peut-être, mais c'est pas du tout absurde que des gouvernements et des États déplacent leurs infrastructures classiques sur des blockchains. C'est déjà le cas au Bhoutan en fait, qui a un système d'identification sur Ethereum, et t'as le Brésil qui s'y intéresse de près. D'après le CEO, ça sera un des cas d'usage les plus importants de FHEVM, puisqu'au XXIe siècle, c'est quand même assez bizarre qu'on ait encore besoin d'un morceau de papier pour conduire ou pour prendre l'avion. En ayant nos données chiffrées on-chain, on pourrait simplifier toutes les procédures et se protéger efficacement contre la perte ou le vol de nos papiers. À ce moment-là de la vidéo, tu comprends normalement l'intérêt de Zama, mais il y a aussi des limites. Ce qui est génial, c'est que du jour au lendemain, tous les développeurs blockchain peuvent intégrer du calcul FHE dans leurs applications. C'est hyper facile à mettre en place et ça protège très bien les données de leurs utilisateurs en les remplaçant par des cyphertexts. Mais si on est honnête, c'est quand même assez limité. Zama ne permet pas d'amener de l'anonymat au niveau de la transaction elle-même. Pour ça, il faudrait complètement revoir le fonctionnement même d'Ethereum. C'est un chantier immense qui n'est, je pense, pas du tout à la portée de Zama. Pour te prendre un exemple de la vraie vie, quand tu utilises Zama, c'est comme quand tu envoies une lettre. Personne ne sait ce que tu as écrit parce que la lettre est cachée dans l'enveloppe, mais imagine que tout le monde soit au courant que tu as envoyé une lettre à un truc un peu bizarre, ça la fout quand même mal. Et en termes de confidentialité, ça peut poser des vrais problèmes. Par exemple, si tu achètes un token confidentiel en utilisant un DEX construit sur Zama, personne en théorie ne peut savoir combien de tokens t'achètes, mais on sait quand même que tu viens d'en acheter. Et c'est encore pire si t'achètes avec un token non protégé par Zama, comme par exemple de l'Ether, puisqu'on va facilement pouvoir déduire la quantité achetée via le ratio de la pool. Du coup, je pense qu'ils vont être obligés de créer un Z-Ether, un peu comme le W-Ether qui est une version wrappée de l'Ether au format ERC20, mais cette fois-ci adapté à la fois au format ERC20 et à FHEVM. En tout cas, l'avantage c'est que Zama n'aura pas d'ennui juridique parce qu'ils font de la confidentialité et pas de l'anonymat pur et dur, mais ça reste une faiblesse énorme par rapport à des protocoles comme Tornado Cash ou comme Railgun. Et justement, c'est le moment de voir comment Zama se positionne par rapport à ce qui existe déjà en matière d'anonymat crypto. Juste avant de comparer ces protocoles, faut déjà préciser un truc. En fait, c'est hyper dur de les mettre sur le même plan, parce qu'en réalité, on parle pas du tout du même type de techno. Monero, c'est une blockchain à part entière. Tornado et Railgun, c'est des dApps construites sur Ethereum. Et Zama, c'est carrément un protocole de confidentialité off-chain qui s'intègre dans la blockchain. Donc forcément, les objectifs, les performances et les limites sont pas vraiment comparables, et chaque solution va surtout convenir à une situation ou une volonté précise. Donc c'est pas tel protocole est meilleur que tel autre de manière absolue, c'est plutôt que chacun va être adapté à une situation précise. Pour bien comprendre, on va placer les 4 projets sur ce graphe. Donc là en abscisse, t'as le niveau d'anonymat technique. Donc par anonymat, j'entends à la fois l'anonymat de tes transactions et la confidentialité de tes données on-chain. Et à la verticale, on a le niveau d'interopérabilité. Donc est-ce que ton protocole tourne tout seul dans son coin, ou est-ce qu'il est bien intégré à l'ensemble de l'écosystème? On dirait pas, mais c'est un critère qui est hyper important, parce que plus une techno d'anonymisation est utilisée, plus ça augmente l'anonymat de chaque utilisateur par effet réseau. Donc en gros, plus c'est accessible, plus ça va augmenter l'anonymat. Ici, pour l'interopérabilité maximum et l'anonymat quasiment nul, on va mettre Ethereum, ça nous fera une référence. On va commencer avec Monero. Alors Monero, tu connais, c'est la référence absolue en matière d'anonymat. Là-dessus, tout est chiffré par défaut, que ce soit les montants, les adresses ou les transactions. Mais le revers, c'est qu'il est complètement isolé du reste de la crypto, et en plus c'est une blockchain sans smart contract qui fait uniquement du paiement, donc c'est impossible d'interagir avec un DEX, avec des NFT ou avec un autre protocole. On a quand même quelques bridges OTC mineurs, mais il n'y a quasiment aucun volume, et il est délisté petit à petit des gros échangeurs sous la pression des gouvernements. Ensuite, on va avoir Tornado Cash, qui est le plus gros mixeur de crypto au monde. Si tu veux savoir comment l'utiliser, je t'ai fait un guide complet en début d'année. C'est à ma connaissance le seul tutoriel sur YouTube qui est encore à jour, donc va en profiter même par curiosité. Donc là, on est sur Ethereum, t'as déjà forcément plus de compatibilité. La grande force de ce protocole, c'est qu'il te permet de couper l'historique de tes fonds pour alimenter une nouvelle adresse qui ne sera plus reliée à ton identité. En gros, tu déposes, t'attends quelques semaines, puis tu retires ça sur une nouvelle adresse, et ça casse le lien entre les deux, donc personne ne peut savoir que c'est toi qui as retiré sur une nouvelle adresse. Mais la grande faiblesse de Tornado, c'est que t'as pas de vraie confidentialité continue. C'est une utilisation ponctuelle, qui est en plus très lente puisque tu dois attendre plusieurs semaines avant de retirer tes fonds. Et surtout, c'est très mal vu des gouvernements, même si ça s'est amélioré sur la dernière année. Ensuite, on va passer à Railgun. Alors Railgun, c'est aussi un mixeur, mais il va pousser le concept beaucoup plus loin, en permettant à ceux qui ont déposé dessus de continuer d'interagir avec la DeFi. Donc contrairement à Tornado, c'est une forme d'anonymat qui est continue, t'es pas obligé de ressortir pour pouvoir utiliser ton capital. Alors, c'est pas parfait non plus, puisque en théorie tu peux interagir avec toute la DeFi, mais en pratique c'est encore limité à quelques dApps, notamment SushiSwap et Bifi. Aave par exemple n'est pas du tout compatible. Son niveau d'anonymat est aussi un peu moins bon que sur Tornado puisqu'on a moins de volume, et que c'est pas complètement permissionless. En fait, t'as un système de preuve d'innocence qui va filtrer les adresses qui essaient de déposer, et qui va scanner ton activité DeFi pour t'autoriser à entrer ou non. Mais ça reste quand même hyper satisfaisant, pour moi c'est un protocole qui est extrêmement sous-coté, et d'ailleurs depuis que la fondation Ethereum a annoncé travailler avec eux,
le prix du token Rail a été multiplié par 3 ou 4. Ensuite, on en vient enfin à Zama. Alors là, on va changer d'échelle. On parle plus, comme on l'a vu, d'une DApp ni d'une blockchain, mais d'un protocole qui amène de la confidentialité des données sur n'importe quelle chaîne au niveau du smart contract. Comme on l'a vu, les devs peuvent coder comme d'habitude, mais les données associées à chaque utilisateur sont automatiquement protégées par du chiffrement homomorphe. Par exemple, si tu fais un swap confidentiel, ça va te permettre de cacher ton capital pour à peine quelques centimes de frais. C'est hyper pratique, mais en termes d'anonymat, c'est quand même un cran en dessous de Railgun ou Tornado, puisque déjà on sait avec quel contrat t'interagis, et en plus on peut toujours relier ton adresse à ton identité. Mais c'est tellement simple à intégrer et c'est tellement peu cher, que si les devs et les utilisateurs suivent, on va le voir partout en DeFi d'ici quelques années. D'ailleurs, ça peut fonctionner avec tous les contrats et sur toutes les chaînes, donc au niveau de l'interopérabilité, on est quand même plutôt pas mal. Si on devait résumer, Monero et Tornado sont excellents pour un cas d'usage précis, à savoir du paiement anonyme pour Monero et la suppression de l'historique des fonds pour Tornado. Railgun et Zama, eux, ils vont viser beaucoup plus large. Ils veulent rendre la confidentialité compatible avec tout l'écosystème crypto. Techniquement, ils ont deux approches opposées. Sur Railgun, tu vas mélanger toutes les interactions pour qu'on puisse plus lier tes transactions à ton identité. En gros, t'es caché dans la masse. Alors que pour Zama, on peut toujours relier ta transaction à ton identité, mais son contenu est en partie caché par du FHE. Bon, évidemment, le mieux serait d'avoir le meilleur des deux mondes, mais je suis pas sûr que les deux soient compatibles pour l'instant. En tout cas, maintenant que t'en sais un peu plus à propos de Zama et de ses avantages par rapport aux autres solutions d'anonymat, on va aller jeter un coup d'œil à son écosystème. Comme tu peux le voir, on a une vingtaine de projets à l'heure actuelle, donc on va pas tout voir parce que t'en as qui sont quand même assez oubliables. Un truc important à noter, c'est qu'aujourd'hui, Zama n'a pas vraiment de concurrence sur le FHE. Les grosses entreprises américaines qui font du FHE se limitent principalement à de la R&D, et tous les projets FHE que tu vois passer en crypto utilisent en fait la tech de Zama. Alors ici, la première chose à noter, c'est qu'ils sont en partenariat avec OpenZeppelin, qui est le standard pour les smart contracts sur Ethereum, ce qui est très rassurant au niveau de la sécurité. Également au niveau des partenariats, ils vont travailler avec Conduit qui maintient leur roll-up Arbitrum. Au niveau des blockchains, on a la confirmation qu'ils vont arriver sur Ethereum, sur Base et sur Solana. Et a priori, on devrait aussi les voir sur d'autres chaînes EVM, notamment la BSC, Arbitrum et Optimism. Sinon, si on se concentre sur les projets qui peuvent tourner grâce à Zama, on va être un petit peu obligé de trier. Déjà, on va avoir du FHE dans les IA confidentielles. Aujourd'hui, tu le sais, tes conversations avec ChatGPT peuvent être utilisées par la justice, donc on veut aussi de l'anonymat dans nos interactions avec l'IA. Pour ça, on a Privacy qui construit un réseau confidentiel pour IA. Bon, c'est dur de faire plus flou, d'autant plus que les mecs se sont même pas embêtés à faire un site internet, ils ont juste un Twitter et un vieux Linktree. Ils ont quand même levé 15 millions auprès de Binance et d'OKEx, mais à mon avis ça sent un petit peu la douille. On a également Mine Network qui a l'air quand même un peu plus sérieux. Ils ont levé 22 millions auprès de Binance Labs et de Chainlink, et ils sont assez proches de Zama puisqu'ils utilisent les librairies FHE dont on a parlé tout à l'heure. Chez Mine Network, ils travaillent sur une chaîne compatible FHE dédiée à des agents IA, ça m'a l'air un peu bullshit mais on va attendre de voir. Et ils bossent également sur un bridge pour des tokens FHE. Bon, chez Mine Network, ils veulent aller un petit peu au-delà de l'IA puisqu'ils parlent aussi de RWA, on verra ce que ça donnera. En tout cas, les deux projets ont déjà un token, ce qui est assez rare dans l'écosystème de Zama. On a le Pry qui tourne à 20 millions de FDV pour Privacy, et on a le token FHE à 35 millions de FDV pour Mine Network. Par contre, fais gaffe, il y a encore beaucoup de tokens à débloquer, donc même si les FDV sont faibles, c'est pas sans danger. Ici, on a Phoenix. Alors Phoenix, c'est le plus gros projet à l'heure actuelle qui utilise la tech de Zama. Ils ont eux aussi levé 22 millions pour construire une L2 qui intègre nativement du calcul FHE. Donc au lieu d'avoir toute l'architecture de Zama avec des coprocesseurs et tout le bazar, on a tout qui est directement fait on-chain. Donc ça peut être intéressant, mais après ça reste une L2, donc on a les problèmes habituels de fragmentation de la liquidité et d'acquisition des utilisateurs. Après ça en DeFi, on a Zypher qui est un projet hyper intéressant. Leur objectif c'est un peu d'être le standard du token FHE, avec un outil pour créer son token confidentiel, un processeur de paiement confidentiel, un DEX qui utilise du FHE et un outil de rendement un peu à la Bifi. Je trouve que ça fait beaucoup pour un seul projet et il y aura forcément des concurrents, mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur une levée de fonds et on n'a pas de DApp public. La seule chose que tu peux faire, c'est de cliquer ici sur Coming Soon et après tu vas rejoindre leur Telegram, tu vas rentrer ton mail et tu pourras être whitelisté pour leur testnet. Également, on a Redact qui permet de shielder nos tokens, donc en gros de les wrapper pour les rendre compatibles avec du FHE. Actuellement, c'est disponible sur le testnet, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner chez moi, donc je peux pas t'en dire beaucoup plus. Également, on a la DAO de Shiba Inu qui va intégrer la tech de Zama dans Shibarium. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Le dernier truc digne d'intérêt ici, c'est Galactica. En gros, c'est un projet d'identité décentralisée qui est conseillé par le CEO de Zama et de Swissborg. Et d'ailleurs, c'est plus que du simple conseil, puisqu'ils sont en partenariat. On a un token qui est déjà sorti, c'est le GNET.
Là, on est quand même sur 60 millions de FDV, mais t'as quasiment aucun token en circulation, donc attention, danger. Sinon, au niveau du produit, ils veulent proposer une IVM, une Identity Virtual Machine. Bon, ça c'est pour le marketing. Dans les faits, c'est plutôt un protocole qui te permet de connecter ton identité et ton adresse crypto. Et derrière, ça permettrait plein de use cases un peu douteux, comme de la DeFi basée non pas sur des règles non discriminantes, mais sur la réputation. Donc par exemple, tu pourrais emprunter avec un taux inférieur selon ton historique de liquidation. Et encore pire, on pourrait avoir de la régulation à l'américaine directement dans la DeFi, avec des produits qui seraient réservés à des investisseurs accrédités. Bref, moi je suis vraiment pas aligné avec ça. Sinon, côté DeFi et stablecoin, on va voir plein de trucs. C'est vraiment un secteur qui a besoin de Zama et du FHE. Alors les plus intéressants, ça va être Orion, qui permet aux instituts de gérer du capital on-chain sans être espionnés par des concurrents. Donc le besoin est là. Par contre, c'est orienté à 100% vers les professionnels de la finance. Donc nous, on va pas beaucoup s'en servir. Après ça, on a Deberis dont on a déjà parlé qui fait des enchères confidentielles on-chain. Ça, c'est 100% validé et tu peux déjà aller t'amuser sur la version de test. Normalement, ils vont bientôt ajouter des nouvelles enchères pour du merge Zama, donc c'est pas une mauvaise idée de regarder de temps en temps. En plus, c'est gratuit, ça se fait avec des jetons de test que tu récupères en allant sur leur guild, donc t'as vraiment aucune raison de passer à côté. Et le troisième projet qui m'intéresse, c'est Token GBP, qui propose un stablecoin indexé sur la livre sterling. Pour le moment, la supply est d'à peine 1 million de livres, donc on est vraiment sur une micro-cap à l'échelle des stablecoins. Par contre, j'ai pas réussi à le trouver on-chain. J'ai l'impression que c'est disponible uniquement sur la chaîne de Wirex, qui est une application britannique que je ne connais pas du tout. Après, si on prend un petit peu de recul, le souci avec tous ces petits projets, c'est toujours le même. C'est qu'il suffit qu'un gros acteur classique de la DeFi ou des stablecoins se mette au FHE pour complètement détruire leur business model. Si demain t'as Uniswap qui crée des pools compatibles ou Tether qui modifie le code de l'USDT pour intégrer du FHE, t'as plus aucun intérêt à aller sur Cypher ou sur Token GBP. On sait que le plus important en DeFi, c'est toujours la liquidité, donc si t'as la meilleure tech au monde mais que t'arrives pas à attirer des utilisateurs, t'es mort. Et c'est encore pire ici puisque t'as aucune barrière technique, étant donné que le FHE de Zama c'est extrêmement simple à intégrer. Donc voilà, pour le moment je fais un peu de testnet pour les projets sur lesquels c'est disponible. Entre nous, il y a très peu de chances que ça paye, mais c'est plutôt pour rester au courant de ce qui se passe et pour ne pas rater l'info si je vois une sale ou un airdrop. Et donc nous maintenant, on va pouvoir passer à la roadmap de Zama. Alors depuis juillet dernier, on a la version testnet sur Sepolia. D'ailleurs, tu peux aller la tester, c'est assez facile de déployer un contrat de base même si t'as zéro expérience. Après ça, la prochaine étape, ça va être le lancement sur Ethereum d'ici la fin de l'année, avec les premières applications qui devraient suivre rapidement. La team prévoit aussi de lancer le token Zama avant janvier. D'ailleurs, si t'es sûr que ça va se faire, il y a un petit pari sur Polymarket avec environ 40% de rendement potentiel. Mais attention quand même, la team a déjà repoussé la deadline une fois, donc c'est pas complètement garanti. Ensuite, durant le premier semestre 2026, l'objectif ça va être de déployer Zama sur les chaînes EVM majeures, donc Base, la BSC, Arbitrum, Optimism, Avalanche et Polygon. Entre nous, je sais pas si on peut considérer Polygon comme une chaîne majeure. Et ensuite, durant le second semestre, le but ce sera de se déployer sur Solana. Après ça, on n'a pas plus d'infos publiques, mais on sait que le premier grand objectif en matière d'adoption, c'est d'atteindre 10% de toutes les transactions blockchain qui passeraient par Zama. Et sinon, en parallèle de la roadmap publique, t'as tout un travail d'ingénierie pure au niveau du hardware. Aujourd'hui, en FHE, le code et les maths sont poussés au maximum en termes de vitesse, donc la principale limitation sur les coûts et sur les TPS, ce sont les coprocesseurs. Et ils sont déjà très bien avancés sur la scalabilité, puisqu'aujourd'hui le temps de latence de Zama sur testnet c'est d'environ 20 millisecondes, pour un coût quasiment nul, on est sur une fraction de centime, et ils sont capables d'atteindre les 250 TPS par réseau. Ils font à la fois du scaling vertical en améliorant le matériel, on va passer du GPU à des ASICs designés spécifiquement pour du calcul FHE, mais aussi du scaling horizontal puisque chaque réseau est traité indépendamment par Zama. Donc ils ont juste à ajouter plus de machines pour augmenter le nombre de TPS. Le résultat c'est que déjà aujourd'hui Zama peut traiter plus de TPS qu'Ethereum ou que la plupart des L2. Ensuite d'ici 1 an et demi, ils devraient dépasser les chaînes ultra rapides type Solana ou ICP, et ensuite ils iront chercher Visa et Mastercard. Et justement, puisqu'on a évoqué le futur token de Zama, c'est le bon moment de voir à quoi il va servir et surtout comment toi tu peux en récupérer avant le TGE. Donc, le token de Zama, c'est le token natif du protocole FHEVM. C'est un token qui est assez classique, il sert principalement à 3 choses. Premièrement, payer les frais du protocole. Deuxièmement, participer à la gouvernance. Et troisièmement, récompenser les opérateurs qui stake des tokens pour faire tourner le réseau. Alors au niveau des frais, pour déployer ton appli, c'est gratuit et c'est permissionless, mais ensuite t'as 3 opérations qui demandent un paiement. T'as la vérification de preuve, qui intervient à chaque fois que tu fais une transaction. T'as le déchiffrement d'une donnée, par exemple connaître ton solde pour un token qui est compatible FHE. Et t'as le bridge d'un ciphertext entre deux chaînes qui est nécessaire quand tu bridges un token FHE par exemple. Tous ces frais sont payés en token Zama, mais les prix sont libellés en dollars, donc même si le prix du token augmente, toi tu vas toujours payer les mêmes frais. Selon l'opération, ça va de moins d'1 centime à quasiment $1, mais le but c'est de mettre en place un système de frais préférentiel pour les gros utilisateurs. En gros, si tu fais une transaction par mois, tu paieras les frais maximum, qui restent quand même très raisonnables,
Mais si tu fais plusieurs milliers de transactions, tu paieras quasiment rien. Ça, plus le fait que les prix restent fixes, ça fait que les coûts d'utilisation sont très prévisibles. Et c'est un très bon système parce que ce seront les dApps qui paieront ces frais. On sait très bien que l'utilisateur moyen, il va pas acheter 5 $ de token Zama pour aller faire un swap, donc ça sera la dApp ou le front-end qui achètera du token Zama et qui paiera les frais. Alors eux, forcément, ils vont être obligés de mettre en place des systèmes de protection pour pas se faire attaquer par des bots, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vérifieras ton solde, l'entreprise qui gère le front-end va payer 0,001 $. Alors bien évidemment, les dApps, elles vont répercuter ce coût sur l'utilisateur via leurs propres frais. Donc au final, une transaction, combien ça va te coûter? Si on prend l'exemple d'un transfert tout simple de token, Zama va devoir vérifier premièrement une preuve ZK à 50 centimes durant la transaction, et déchiffrer 3 valeurs à 10 centimes chacune, à savoir ton solde de départ, ton solde d'arrivée et le montant que tu as envoyé. Donc au final, on est à environ 80 centimes si on parle d'un transfert effectué directement depuis ton wallet, mais dans le cas d'un swap, qui est certes beaucoup plus complexe au niveau du calcul, tu peux avoir des prix préférentiels puisque le DEX aura une grosse réduction, donc ça te reviendra à quelques centimes à peine, mettons 5 centimes. Et donc si on essaie de calculer les revenus du protocole Zama, sur Ethereum on a 1,5 million de transactions par jour, donc admettons que 10% des transactions utilisent Zama, ça fait du 7500 $ par jour, soit 3 millions sur une année pour une chaîne. Alors faut savoir que ça reste assez faible, c'est à peu près l'équivalent de Cardano, et en plus on doit prendre en compte les frais des opérateurs qui font tourner Zama. Là-dessus on serait sur du 2,5 millions € par an pour tous les opérateurs, donc le bénéfice serait d'environ 500 000 $ pour quand même 10% des transactions sur Ethereum qui passeraient par Zama. Donc on comprend bien que dans un premier temps on sera pas du tout rentable, mais avec les années et avec la généralisation des paiements on-chain confidentiels, on pourrait atteindre des revenus qui seraient bien plus importants. L'objectif de Zama, c'est pas d'ajouter une feature de confidentialité sur Ethereum, c'est vraiment de devenir une couche de base pour toute l'activité on-chain. Mais bon, en attendant que ça soit rentable, on est obligé de subventionner, un peu comme pour le minage de Bitcoin avec les récompenses de blocs. Donc au début, les tokens récoltés ne vont pas aller dans la poche des opérateurs qui font tourner Zama, ils seront tout simplement burn, et les opérateurs seront payés en inflation du token qu'ils pourront aller revendre pour se rentabiliser. Dans un premier temps, ça permet de subventionner le système avec l'argent de ceux qui achètent le token. Encore une fois, c'est le mécanisme hyper classique qu'on retrouve sur Bitcoin et sur la plupart des chaînes. Au niveau du staking, c'est un modèle en Delegated Proof of Stake natif, un peu comme ce qu'on retrouve sur les chaînes Cosmos. On aura deux grands types d'opérateurs à payer, à savoir ceux qui gèrent les coprocesseurs et ceux qui gèrent le système de déchiffrement. Le roll-up Arbitrum, lui, il est géré par Conduit, donc je pense que Zama paye directement pour ça. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on connaît les deux premiers opérateurs, à savoir Figment et Conduit, mais je pense qu'on aura tous les plus gros opérateurs habituels, donc les Infstones, les Kin, etc. Évidemment, ces opérateurs vont prendre des frais sur les revenus de staking, probablement 10 à 20%. L'inflation initiale sera de 10% par an, ce qui fait du 8% APR pour les stakers. Mais c'est pas très important parce que tout ce dont on vient de parler évoluera au fur et à mesure des choix de la gouvernance. Si le système devient rentable, on va très certainement mettre une inflation nulle et on va arrêter avec les burns de frais. Donc, en résumé, le token Zama, c'est un token utilitaire qui permet d'accéder aux services de Zama, d'avoir un impact sur la gouvernance du protocole et de récolter l'inflation initiale du token. Dans un premier temps, le modèle économique est déséquilibré pour subventionner les coûts fixes des opérateurs, au détriment des holders qui ne stake pas, mais avec le temps, on va évoluer vers quelque chose de plus équilibré. Comme on l'a vu, les frais seront majoritairement payés par les dApps qui utiliseront les services de Zama, ce qui permettra aux utilisateurs d'accéder à des frais de l'ordre de la dizaine de centimes. C'est un modèle assez classique qui me fait dire qu'on n'aura pas une hype extraordinaire sur le token, il n'y a pas de mécanisme de raréfaction rapide du token pour lui faire prendre de la valeur. C'est clairement plus un token utilitaire qui nous permet d'accéder à un service pertinent qu'un token dans lequel nous on va devoir investir. Alors pour l'instant on n'a aucune idée de la valorisation initiale du token, donc on va pas se lancer dans des calculs. La vraie question, c'est plutôt de savoir comment toi, tu peux en obtenir gratuitement avant le TGE. Alors officiellement, tu n'auras pas d'airdrop sur Zama. Alors j'ai envie de te dire que tous les projets disent ça, mais au final, ils finissent par en faire un. Mais officiellement, tu as plusieurs moyens de te placer avant le TGE pour récupérer du token Zama gratuitement. Premièrement, on a le Content Creator Programme. C'est un peu le Kaito maison de Zama. En gros, tu postes du contenu autour de Zama sur Twitter ou sur Farcaster. Ça peut être des threads, des explications, des vidéos, etc. Et tu gagnes des points selon tes impressions. Chaque saison dure un mois et les gagnants reçoivent un NFT OG. En août, il y en avait 250, en septembre, il y en avait 500 et là pour le mois d'octobre, il y en aura 1000. En plus de ça, à chaque saison, le top 100 reçoit entre 200 et 800 $ en USDC ou en token Zama lors du TGE. Bon alors soyons honnêtes là-dessus, cet argent-là, c'est des cacahuètes, c'est pas vraiment ça l'intérêt. Ce qui compte réellement, c'est le NFT OG, qui te servira probablement à avoir un airdrop ou une réduction sur la presale un peu plus tard. Et surtout, Zama veut pas faire une campagne temporaire comme tous les Yap to Earn qu'on voit passer, et qui disparaissent quand le token sort. Ça a vocation à être un programme long terme, sur plusieurs années, avec une vraie stratégie de création de communauté. Ce qui est bien, c'est que le score est calculé par un algorithme open source, donc tu peux vérifier toi-même ton nombre de points, ainsi que les critères qui peuvent t'avantager.
Par exemple, faut faire au moins 2 posts dans le mois, mais si t'en fais 20, t'as un bonus de 40% sur tes points. Au niveau des conditions, tu peux rejoindre le programme en 5 minutes sur leur guilde, et après tu publies en taguant Zama ou en utilisant le hashtag Zama Creator Programme. Alors est-ce que c'est facile ? Disons que si t'as quelques milliers d'abonnés, tu peux viser un bon classement. Par contre, c'est pas facile si tu pars de zéro. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai un compte dédié à Zama qui est d'ailleurs déjà suivi par le compte officiel de Zama et par quelques devs. D'ailleurs, si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème Zama, allez suivre Zama Only, je te mets le lien en commentaire épinglé, je poste quasiment tous les jours. Également, chaque mois, la team choisit à la main 6 créateurs. Alors là, ça se fait selon leur coup de cœur, c'est pas une histoire de vue. Ils leur donnent le NFT et 500 balles en token Zama. Et pour la saison d'octobre, on a une petite nouveauté puisqu'ils vont aussi récompenser les 6 meilleures vidéos. A priori, ça concerne uniquement les vidéos pédagogiques comme celles que tu es en train de regarder, donc oublie pas de liker pour que je gagne peut-être un super NFT. Mais bon, tout le monde n'est pas créateur de contenu, donc après ça, on a le Dev Programme. Là, évidemment, tu l'auras compris, on s'adresse aux builders et aux développeurs. L'idée, c'est de créer une démo de son application et de leur envoyer une vidéo explicative. Pour l'instant, il y a encore peu de monde, donc ils peuvent échanger avec chaque dev indépendant. Donc si tu gagnes, tu peux être mentoré par Randindy lui-même, le CEO de Zama. En gros, c'est comme si t'étais dev sur Ethereum et que t'avais Vitalik pour t'aider à construire ta DApp. À part ça, en rejoignant le Dev Programme, tu touches également jusqu'à 5000 $ pour t'aider à lancer ton projet. T'as 1 an d'accès gratuit au service de Zama et tu peux être introduit très facilement auprès des VC. Bref, c'est une très bonne opportunité pour des devs indépendants. Et franchement, quand on voit l'accueil désastreux que reçoivent les devs indés dans certains écosystèmes, bah franchement, ça fait plaisir. Et j'espère que ça va aider l'écosystème à se construire plus rapidement. Mais bon, tout le monde n'est pas créateur de contenu ni développeur, donc on a un 3e programme. C'est le programme pour les bêta-testeurs. Alors là, c'est encore flou, ça a juste été teasé par Zama dans une FAQ, donc on n'a pas plus d'infos. D'ailleurs, on sait même pas comment les bêta-testeurs vont être choisis, mais si t'es ni créateur ni dev, c'est probablement ta meilleure option. Donc en attendant que ça ouvre, le meilleur truc à faire, c'est de s'inscrire à la newsletter pour avoir les infos, et de jouer un peu sur le testnet, même s'il faut rien en attendre, puisqu'il n'est pas incentivisé. D'ailleurs, sur Discord, pour l'instant, il n'y a aucun rôle particulier à choper, donc j'en parle pas plus. T'as juste un rôle de volontaire, mais ça fait des mois que personne l'a eu, donc je me concentre vraiment pas là-dessus. La dernière info sur le token, c'est qu'on aura très certainement une pré-sale. Alors ça a été avoué à demi-mot par le CEO. Pour l'instant, pareil, on n'a aucune info officielle, ni sur la date, ni sur la valorisation, mais on a déjà un onglet Coming Soon sur le site de Zama. Et là-dessus, c'est juste mon avis, mais je pense que les NFT OG du créateur programme auront un avantage. Donc soit une allocation prioritaire, soit une réduction. Parce que là, honnêtement, Zama paye 50 000 € de budget marketing par mois. Je crois pas une seule seconde qu'ils font tout ça pour donner 300 balles à 10 influenceurs sur Twitter. Zama nous a quand même promis un truc jamais vu pour un projet de leur taille. Donc il y aura forcément une suite plus grosse derrière. On avait déjà vu ça chez Sui par exemple. Donc ils ont pas fait d'airdrop à proprement parler. Mais t'avais une grosse réduction sur la pré-sale. Donc tout le monde avait gagné et au final c'était quasiment comme un airdrop. Donc en résumé, ce que tu peux faire maintenant, si t'es un compte crypto sur Twitter avec quelques milliers d'abonnés, ça va être le Content Creator Programme. Si t'es dev blockchain, ça va évidemment être le Dev Programme. Et bon, si t'as rien de tout ça, tu vas devoir attendre qu'ils ouvrent les portes pour les bêta-testeurs. Et en attendant, ça va être du testnet et du farming social sur Twitter et sur Discord. Avant de passer à la conclusion, c'est une vidéo qui est longue à regarder, donc merci à toi pour l'avoir regardé jusqu'ici. Si le sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. Si je devais conclure quelque chose de tout ça, je dirais que Zama c'est un projet qui va dans la bonne direction et qui a beaucoup de moyens. C'est pas juste un projet de plus dans la confidentialité. C'est le protocole qui va rendre la crypto enfin utilisable à grande échelle en étant à la fois privé, compatible et scalable. C'est encore très early au niveau du développement de l'écosystème, mais la tech, elle est suffisamment mature, donc il y a des places à prendre. Et en plus, on peut être très bien payé pour participer à ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on a enfin un projet français crédible qui est leader sur son domaine, qui plus est dans la protection de la vie privée, dans le contexte actuel plutôt menaçant en Occident. Bref, je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt dans la DeFi. Ciao! Download